Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. L'économie du partage a le vent en poupe. Selon les calculs de Forbes, son chiffre d'affaires mondial s'élevait à 3,5 milliards d'euros en 2013 et devrait croître de 25% par an. Les particuliers ont appris à partager avec des inconnus leur maison, leur voiture, leur perceuse, leurs compétences. Chacun pourra économiser jusqu'à 7 000 euros par an d'après les calculs. Alors va-t-on vers un âge d'or de l'économie collaborative? On en parle avec Antonin Léonard. Il est cofondateur du collectif et site participatif WeShare, un site spécialisé dans l'économie du partage et également créateur d'un festival dédié au secteur, le WeShare Fest, qui vient de se terminer. Et puis on va parler avec vous de tous vos projets parce que vous en avez. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, à quoi sert WeShare? Vous faites des partenariats avec les grandes entreprises. Que faites-vous exactement? Alors, WeShare, c'est une communauté qui a émergé en 2012. Et en fait, on est à la fois une communauté, un think tank et un laboratoire à nouvelles idées et à nouveaux projets dans l'économie et la société collaborative. Donc effectivement, on anime un festival qui a lieu maintenant chaque année. C'était la 3e édition en mai. Il y a plus de 1600 personnes qui se sont réunies à Paris, à la fois des personnes entrepreneurs. De tous horizons, des entrepreneurs, des plus grandes entreprises. Alors plutôt les personnes qui effectivement s'intéressent aux impacts macroéconomiques, culturels, politiques de l'économie collaborative. C'est à noter, on a fait venir plus de 60% des participants venaient de l'étranger, 45 nationalités représentées. Il y avait beaucoup de Brésiliens, il y avait beaucoup d'Américains, il y avait quelques Asiatiques. Et c'est intéressant de voir que France et Paris est un peu aussi le cœur névralgique de cette économie-là. En tout cas, un laboratoire parmi d'autres où s'expérimentent ces nouvelles pratiques. Les fameux laboratoires. La révolution du partage est en marche, d'après vous, Antonin Léonard? C'est une révolution? Je sais pas. Nous, on préfère parler de collaboratif parce qu'au-delà, effectivement, des modèles qu'on commence à bien connaître sur l'hébergement, sur le transport, c'est aussi ce qui est à l'œuvre de nouvelles logiques d'innovation, de contribution, de collaboration entre particuliers. Et c'est aussi de nouvelles logiques de décentralisation, de partage de la valeur. Et à ce petit jeu-là, les organisations traditionnelles sont en train de commencer à répondre, notamment avec de nouvelles logiques d'innovation en leur sein et de nouvelles logiques... Donc à collaborer avec vous plutôt qu'à s'opposer à un phénomène que vous pensez irrémédiable? Oui, alors il y a eu des logiques de protection, de lobbying, notamment dans certains secteurs comme la mobilité ou le tourisme. Mais de plus en plus, on voit qu'elle commence à expérimenter avec des logiques d'innovation ouverte, de collaboration avec des startups, parfois d'investissement, voire de rachat de startups. Mais on en parlait, la vraie contribution qu'elles peuvent faire pour se réinventer, c'est de se transformer culturellement. Parce que pour intégrer ces nouvelles logiques, il faut aussi être à l'aise avec l'ère du numérique. Et ce n'est pas simplement en recrutant un directeur du digital, ce n'est pas simplement en créant un fonds corporate qu'on va intégrer ces nouvelles logiques, c'est aussi en comprenant ce dont il est question aujourd'hui avec le numérique. Et c'est notamment des logiques plus apprenantes, des logiques de confiance a priori, des logiques où justement... C'est une approche complètement différente. Alors c'est intéressant parce que quand on parle d'économie du partage, on parle à la fois de la logique entrepreneuriale et puis on parle aussi d'une logique un peu plus baba cool, c'est la fin de la propriété. On n'a plus besoin finalement d'être propriétaire de rien puisqu'on partage. Quel est votre discours? Est-ce que vous êtes plus dans l'entrepreneuriat, donc une logique plus libérale, ou une logique justement de collaboration qui ferait que bien, ce sera peut-être un jour la fin de la propriété privée? C'est ce que dit Jérémy Rifkin dans son ouvrage. En fait, selon nous, il ne s'agit pas forcément de logique antinomique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un développement de l'entrepreneuriat, et c'est plutôt une bonne chose parce que ça développe l'autonomie de personnes qui jusqu'à présent... On le voit avec tous les sites internet. Oui, et je crois qu'en France, il y a aussi une fatigue de ce système éminemment hiérarchique, éminemment vertical. Et l'économie du partage, c'est aussi une façon pour ces personnes d'exprimer leur fatigue de ce modèle-là. Maintenant, la question plus fondamentale que cela pose, c'est l'évolution de notre société. Ça pose aussi la question du modèle social. D'ici à 2020, plus de 25% des Européens seront indépendants, travailleurs freelance. Donc, ils ne seront plus associés juste à une entreprise, ils ne seront plus simplement travailleurs salariés. Est-ce qu'on a pensé aujourd'hui le système de protection sociale, le modèle social adapté à l'ère de ces travailleurs indépendants? Est-ce que ça sera un Eldorado pour les entrepreneurs? C'est déjà le cas. Est-ce que ça va continuer à votre avis? Je crois que les modèles ont déjà été trouvés sur un certain nombre de secteurs. Maintenant, le temps de la disruption dans l'ère numérique, il est de 6 ou 7 ans. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a été créée il y a 6 ou 7 ans, elle est déjà en train d'être bouleversée par des concurrents sur son secteur.
Donc, ce qu'on observe, nous, ça peut ne pas survivre très longtemps, d'ailleurs. Hein. Oui, et vous voyez, même Uber, qui a une valorisation de 40 milliards de dollars, est aujourd'hui très challengé dans beaucoup de villes dans le monde, et en fait un colosse au pied d'argile. Donc les modèles de demain, ils restent à inventer. Il y a effectivement des questions de régulation qui se posent. Maintenant, il y a énormément de nouveaux modèles qui vont émerger dans les années à venir. On est un peu dans l'expérimentation, hein, ce qu'on appelle ces fameux Fab Labs, donc ces espèces de laboratoires, des ateliers de fabrication numérique. Vous en animez un certain nombre, vous allez en animer un autour justement du projet de la COP 21. Alors, on n'anime pas vraiment des Fab Labs, on est partenaire d'un certain nombre d'espaces de fabrication. En revanche, effectivement, on a initié un projet qui s'appelle POC 21, en allusion à la conférence sur le climat, donc la COP 21, parce que POC, en anglais, ça veut dire Proof of Concept. Qu'est-ce qu'on fait? On réunit pendant 5 semaines, dans un château à 1 heure de Paris, des innovateurs du monde entier qui créent les modèles open source de demain. Open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces fichiers sont en libre accès sur Internet, et ces fichiers, aujourd'hui, ne sont pas simplement utilisés pour... créer de nouvelles logiques d'innovation dans le logiciel, mais aussi pour fabriquer de nouveaux biens physiques. Donc ça transforme à la fois le secteur de la construction automobile, ça transforme le secteur des meubles, et on va réunir justement 12 projets emblématiques de cette économie open source hardware ou open source manufacturing, en mettant en relation ces innovateurs avec des mentors, avec des investisseurs, pour justement accélérer ces logiques d'innovation. Est-ce que posséder a encore un sens pour vous? Parce que vous dites, j'ai lu que vous êtes un résistant. Vous êtes un résistant à quoi? Bon, on est déjà des résistants à la morosité ambiante, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de crise, et on est effectivement dans une période qui est assez compliquée, mais en même temps, c'est une période où il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. C'est une période de réinvention. Et ce qu'on essaye de proposer, c'est aussi une vision, un projet de société dans ce monde qui s'ouvre, parce qu'on a l'impression que ce monde qui s'ouvre, il sera moins hiérarchique, moins vertical, moins top-down, donc plus décentralisé, plus libre. Et justement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelles sont les logiques de solidarité, les logiques de partage et de protection pour ce monde où effectivement demain, on sera peut-être un peu plus indépendant, un peu plus livré à nous-mêmes dans cette économie où certes les opportunités seront plus importantes, mais où probablement les inégalités iront également en se creusant. Donc ça demande un cadre, quelque part ce que vous dites, une régulation. Bon, on a vu qu'avec Uber, c'était problématique. Uber Pop a été interdit en France, pas seulement en France, d'ailleurs en Espagne et aux Pays-Bas aussi. Alors Uber a été régulé par une loi en France, mais ça pose tout de même ces problématiques de concurrence déloyale. Comment réguler justement toute cette nouvelle économie? Vous dites vous-même qu'au bout de 5 ans, ça change encore. Enfin, c'est pas évident. Mais déjà, je pense que le terme de concurrence déloyale, il n'est pas adapté à ce dont on parle ici. Ce que disait Taxi quand il voit Uber arriver. Oui, mais des entreprises comme Uber ou Airbnb, elles contribuent aussi à agrandir des marchés. En revanche, déjà, la première chose, c'est qu'il y a des pratiques managériales, des pratiques commerciales de la part de ces entreprises, et notamment d'une entreprise comme Uber, qui sont extrêmement contestables, et elles doivent être exprimées, et on comprend que des régulateurs du monde entier, aujourd'hui, s'opposent à Uber, notamment car ces pratiques-là sont éminemment contestables. De quelles pratiques parlez-vous? Des pratiques un peu voyous? Oui, et puis avec une logique de disruption accélérée, sans forcément prendre en considération à la fois les activités qui sont bouleversées par ces logiques d'innovation, et en même temps sans prendre en considération les modèles sociaux qui sont bouleversés par... C'est normal qu'il y ait une bataille, ce que vous dites, déjà. Oui, c'est normal. Maintenant, la question fondamentale à se poser, c'est pas forcément de réguler à court terme, mais de se poser la question de l'évolution de notre modèle social, de l'évolution de notre modèle de société, à l'heure, encore une fois, où le travail freelance ou le travail indépendant va aller en grandissant. Et c'est pas simplement une fatalité, c'est aussi un désir qui est de plus en plus exprimé par les nouvelles générations, mais pas seulement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une fatigue du travail de 9h à 19h, 5 jours par semaine. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on réinvente le travail à l'heure du numérique et à l'heure du collaboratif? Est-ce qu'il faut pouvoir justement faire asseoir tout le monde autour d'une table? Manifestement, Airbnb s'en sort un peu mieux que Uber. Est-ce qu'ils sont plus conciliants? Oui, alors il y a des logiques d'innovation accélérée, et puis à un moment donné, force est de constater que ces entreprises cherchent aussi à collaborer avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que leur modèle s'inscrive sur la durée. En revanche, ce qui serait peut-être intéressant, c'est davantage écouter la société civile
car elle a beaucoup de choses à exprimer sur l'évolution de ces modèles. On attend encore le syndicat des freelances tel qu'il peut exister aux Le syndicat des freelances, ah oui, ça serait... Il existe aux États-Unis. Il y a effectivement un syndicat privé qui a été créé pour rassembler tous ces freelances et pour créer aussi une protection sociale adaptée à l'évolution de ce travail-là. Oui, parce que Jérémy Rifkin parle d'une nouvelle organisation sociale, totalement différente finalement avec cette nouvelle économie. Oui, et effectivement, il serait intéressant de faire les grandes assises de l'évolution du travail. Et d'ailleurs, il y a des expérimentations qui vont dans ce sens-là. Donc ça va plus loin que les assises du numérique, là, ce dont vous parlez. Alors maintenant, même les assises du numérique, même les recommandations qui ont été exprimées auprès du Premier ministre ne semblent pas être forcément favorablement prises en considération. L'évolution est copernicienne pour les politiques. Donc nous, on est assez dubitatif sur la capacité du gouvernement et sur la capacité des politiques aujourd'hui à intégrer ces nouvelles logiques. Et on pense que alors quelle est l'alternative ? L'alternative, elle est probablement de mobiliser la société civile avec des logiques de participation, avec des logiques de collaboration, avec des logiques de co-création d'un projet de société, avec peut-être une autre logique en termes de loi. Mais c'est donc il faut de la régulation tout de même, il faut des lois. Enfin... Oui, mais il faut surtout une nouvelle approche des institutions, un nouveau rôle des institutions, et il faut penser les interactions justement entre des citoyens qui sont en train de prendre le pouvoir, qui ont des idées à proposer, qui ont souvent une compréhension plus fine des enjeux actuels que les gouvernements qui aujourd'hui sont bien en incapacité justement d'intégrer ces nouvelles logiques. Bon, la révolution du partage est bel et bien en marche. À vous écouter. Merci Antonin Léonard d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.